On va continuer d'oser hein, avec Emmanuel Leprince, directeur général Pacte PME. Il faudrait avec lui déverrouiller les relations entre grandes entreprises et PME et ETI, comprendre les mécaniques humaines derrière les entreprises. Bonsoir, Monsieur Leprince. Bonsoir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Est-ce qu'on peut passer là le... Voilà. Je voulais commencer avec ça. Je vais vous parler de PME. ETI, je ne sais pas si tout le monde connaît ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire. C'est les grosses PME. Et cette photo, mis à part le fait qu'elle contribue à vous apaiser, je ne sais pas si c'est besoin, a un lien avec mon sujet. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée du rapport entre cette photo et le sujet des PME. Non, personne. En fait, ça représente l'état de l'économie française. Vous avez en France extrêmement beaucoup de PME, les tout petits cailloux. Il y a plus d'entreprises en France par habitant qu'il y en a aux États-Unis, donc même avant les auto-entrepreneurs. Donc la France est un pays d'entrepreneurs. Il n'y a pas de problème de création d'entreprises, il y en a beaucoup, vous voyez. Et puis vous avez en France des très grandes entreprises qui sont en très bonne situation, globalement. C'est les gros rochers qui sont ici. Le problème, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses. Il y en a 3 fois moins par habitant qu'il y en a au Japon, aux États-Unis. Donc la France, en tant que population, génère insuffisamment de très grands acteurs. Et puis surtout, vous voyez que beaucoup de petits cailloux sont très bien rangés autour des gros. Donc ça, c'est les sous-traitants qui sont bien organisés autour des grands groupes. Mais surtout, entre les deux, vous n'avez rien. Il n'y a pas de petits rochers. C'est ce qu'on appelle ces fameuses ETI, ces entreprises de taille intermédiaire. En Allemagne, on appelle ça le Mittelstand. Il y en a 5000 en Allemagne, il y en a 1000 en France seulement, donc 5 fois moins. Alors en Allemagne, c'est des entreprises comme Brita, vous connaissez, hein, les filtres à eau. Brita, c'est une entreprise créée il y a 30 ans. Ils sont maintenant 1000 personnes, ils font 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils exportent partout. Et dans les 1000 personnes, il y en a 500 en Allemagne. C'est ce qu'on appelle un champion caché. Et c'est ces entreprises qui manquent en France et qui devraient être entre les deux, vous voyez, et qu'on n'a pas suffisamment. En France, vous avez une entreprise, par exemple, vous voyez un peu les différences d'état d'esprit, qui s'appelait Quelcou. Je ne sais pas si les gens vous connaissez ça. Quelcou, c'était censé être une success story, c'est une entreprise française qui a été vendue à Yahoo. 3 ans après, tout le monde a dit c'est super. Voilà. En fait, ce n'est pas une success story, c'est une entreprise qui disparaît, qui n'est pas un de ces champions cachés français qui nous manque. Le problème, c'est que les 5000 ETI allemandes, ces fameux champions cachés, exportent à elles seules autant que toute l'économie française. Donc le fait qu'en France, on n'ait pas ces champions cachés, ces ETI, est un vrai sujet d'économie nationale. Vous voyez également, et ça explique un petit peu tout ça, que la photo ne bouge pas. Et en France, la situation ne bouge pas. Les grands sont grands depuis très longtemps, les petits restent petits. Il y a très peu de petits donc, qui deviennent grands. La situation est extrêmement statique. On dit que l'économie française est fossilisée par rapport à des économies plus dynamiques. Bon, il y a énormément de chiffres comme ça qu'on pourrait donner, ce n'est pas le but du point. Voilà, ça c'est le point de départ. Alors, qu'est-ce qui explique en quelques mots cette situation? Quand on interroge les PME, beaucoup vous répondent le problème majeur, c'est les relations avec les grands groupes, les grands clients justement. Ces grandes entreprises, les Thales, les Danone, toutes ces entreprises qui sont en fait très fermées. On a beaucoup de mal à rentrer chez elles. Et puis, il y a un autre frein, c'est que des fois, on est rentré chez elles, et là, ça se passe mal. Il y a des problèmes de rapport de force. On va se faire racheter, on vit une concurrence déséquilibrée. En gros, les relations ne se passent pas bien avec ces grands groupes, et c'est souvent ce qui sort comme cause numéro 1. On a fait beaucoup de sondages aussi là-dessus, de ces freins à la croissance des PME. C'est souvent plus ça que des problèmes de financement, des problèmes de fonds propres, voire même des problèmes fiscaux. En tout cas, c'est un élément majeur. Alors, après ça, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces grands groupes et ces PME ont du mal à travailler ensemble, alors que dans des pays comme effectivement l'Allemagne, ça se passe mieux. Et toujours pour résumer, la situation est mécanique. Ça coûte plus cher de gérer 100 petits contrats d'1 million d'euros qu'un contrat de 100 millions d'euros. Donc, les grands groupes préfèrent travailler avec des grandes entreprises, ça coûte moins cher, qui sont capables de gérer des gros contrats, que de voir passer des petits contrats, gérer plein de petits fournisseurs. Ça, c'est un des éléments qui crée ce frein. Un autre frein, c'est qu'une entreprise petite qui apporte des idées nouvelles, elle est nouvelle elle-même, et ça fait peur à tout le monde. Il y a beaucoup d'études de sociologie qui montrent que les gens n'aiment pas la nouveauté, les gens n'aiment pas les gens qui osent, justement. Et donc il y a un frein, tous les acheteurs se rigidifient dès qu'ils voient arriver une nouvelle entreprise avec une idée nouvelle, même si l'idée est bonne. C'est un frein lié au risque, en fait, à la prise de risque. Alors, il y a un certain nombre de freins de ce type qui font que les relations se passent très mal et qu'on voit que dans les achats des grands groupes, il y a très peu de PME. Même les bonnes. Le problème fondamental est là, c'est qu'en fait, même si vous êtes une bonne entreprise avec des bons produits, vous avez de bonnes idées, vous n'arrivez pas à rentrer de par ces freins qui sont mécaniques. Et si on résume, ça signifie que la loi de la concurrence ne fonctionne pas bien. La concurrence ne fonctionne pas. La concurrence n'est pas la loi du meilleur, comme on pourrait le croire, c'est la loi du plus fort. Ce sont les entreprises établies, même si elles sont moins bonnes. On dit jamais un acheteur n'était licencié parce qu'on achetait à IBM. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque. Vous voyez. Donc la compétition, qui est quand même un élément moteur
pour l'économie ne fonctionne pas. Si vous êtes petit, nouveau, vous pouvez être aussi bon que vous voulez, je caricature un peu, il y a des contre-exemples, mais vous ne rentrez pas, vous n'arrivez pas à percer, et ce qui fait que les PME françaises restent petites, 10 personnes, 20 personnes, et après elles disparaissent pour la plupart d'entre elles. Donc on a un problème majeur ici, qu'on essaye de traiter. Alors, moi, c'est un point que j'ai commencé à regarder. J'ai fait mon service militaire il y a fort longtemps, en 1989. Et là, je m'occupais de PME et j'ai rencontré justement des dirigeants de PME de ce type. Donc des PME qui faisaient 60, 80 personnes, des bonnes boîtes avec des bons produits et qui me disaient, nous, on n'y arrive pas, on est bloqué. On a beau être bon, on n'arrive pas, on rentre, ça ne marche pas. Il y a un vrai blocage. Le fait qu'on soit bon n'est pas l'argument. Et donc, c'est un truc qui m'a parlé, parce qu'en plus, je sentais derrière une espèce d'injustice. Vous voyez, on fait le mieux possible. Et malgré ça, on n'arrive pas et son entreprise est plafonnée. Et donc, à l'époque, j'ai créé une association qui s'appelle le Comité Richelieu, qui a regroupé 350 PME, et qui continue d'ailleurs à regrouper 350 PME de vente de ce type, et qui a travaillé sur les relations avec les grands groupes. Donc, on a organisé des rencontres, on en faisait à peu près une par semaine, entre une vingtaine de PME et un grand groupe, pour ouvrir des portes, et pour que des contrats puissent commencer à avoir lieu. C'est une façon de répondre à un des freins. Donc ça a fonctionné comme ça. Et puis, en 2008, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai vécu, moi aussi, le même problème que ce que vivent les PME. C'est-à-dire que le programme a commencé à très bien marcher. Il a été élu 2 années de suite meilleur programme européen en faveur des PME. Et à l'époque, on avait un financeur public, que je ne citerai pas, qu'une agence publique qui gère les PME, et dont le nom est proche du nom d'aujourd'hui, qui a réagi bizarrement. Ils ont réagi comme un grand groupe par rapport à nous. Moi, je m'occupais d'une petite association, on était 5 personnes, un comité Richelieu, mais ils nous finançaient en partie pour ce programme. Ils se sont dit, oula, c'est un programme qui devient intéressant, on veut le récupérer nous-mêmes. Donc j'ai vécu comme une PME qui était bonne, parce qu'on était bon. On a vécu une concurrence déséquilibrée, je ne joue pas ces détails, c'était des appels téléphoniques pour nous dénigrer, tout y est passé, c'était extrêmement violent, pour que cette structure récupère le programme en son sein, et que nous, on disparaisse en échange. Donc j'ai vécu personnellement cette injustice forte, et j'ai vraiment vécu physiquement, j'en étais malade, je ne dormais plus, bref, j'avais le cœur qui tapait, j'avais plein de choses très bizarres, c'était donc il y a 3-4 ans. Et effectivement, vous avez l'impression que vous avez fait le mieux possible, et malgré ça, et même à cause de ça, vous subissez une compétition contre laquelle vous ne pouvez absolument rien faire. Quand vous êtes le patron d'une agence de ce type qui appelle des ministres en disant ces gens-là ne sont pas sérieux, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne passe pas. Donc j'ai vraiment vécu cet élément-là, et j'avais plusieurs façons de réagir. Je me suis vraiment interrogé, parce que physiquement, j'avais des conséquences réelles. Et là, j'ai découvert une chose, c'est que c'était un sujet qui m'était extrêmement personnel. J'ai découvert que mon grand-père, donc le père de mon père, mon grand-père paternel, que je croyais avoir une vie un peu bourgeoise, etc., en fait, avait vécu la même chose, lui aussi. Il avait une PME de 650 personnes qui avait disparu parce que l'État, c'est une entreprise qui fait de la reconstruction après la guerre, Première Guerre mondiale, qui avait disparu parce que l'État n'avait pas payé. Il avait dû revendre tous ses biens, il avait dû aller vivre chez son beau-père, vendre la maison de sa femme, bref, il avait complètement perdu pied socialement, à mon avis. Il avait fait des petits boulots après ça. Et donc il a vécu lui-même personnellement cette espèce d'injustice, où vous n'y êtes pour rien, mais vous vous retrouvez complètement déclassé. Voilà. Et donc je pense que j'ai effectivement personnellement une sensibilité forte à ça. C'est peut-être pour ça que j'ai créé le comité Richelieu, peut-être pour ça que j'ai réagi fortement à ces dirigeants de PME. Et donc je me suis dit, il ne faut pas que je lâche le morceau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des dirigeants de grands groupes, et j'en ai convaincu un certain nombre, 5 au début, 6, 7, puis après ça une trentaine en fait, en 6 mois, en leur disant, c'est aussi dans votre intérêt d'agir pour ces bonnes PME. Elles sont bonnes, donc elles peuvent vous apporter quelque chose. Effectivement, il y a des freins systémiques qui font que vous n'arrivez pas à travailler avec elles. Faites un effort, mettez en place des nouvelles personnes, un nouveau programme, un groupe projet en votre sein, mettez en place des rencontres, adaptez vos processus achats, etc., pour que vous puissiez travailler avec les bonnes PME. Et donc il y en a exactement 31 qui ont dit on y va. On a créé une association, le président s'appelle Fabrice Brégier, qui est le président d'Airbus, et lui aussi, il a changé ses process achats pour qu'il puisse faire rentrer les bonnes entreprises. Aujourd'hui, on est 50 grands groupes, et cette structure dont s'appelle Pacte PME, et travaille effectivement pour en fait, ouvrir les portes des bonnes PME, et aussi faire en sorte que celles qui rentrent puissent se développer plus vite. On veut rentrer dans la logique des grands groupes qui disent on aime les PME, elles sont sympas, mais le problème c'est que c'est des PME. Donc on a des actions collectives pour renforcer les meilleures entreprises une fois qu'elles sont rentrées chez les groupes. Ça peut être du portage à l'international, ça peut être les aider à créer des conseils stratégiques avec des gens de grands groupes qui les accompagnent un petit peu, qui font du coaching. Il y a un certain nombre de dispositifs. Voilà, donc ce programme, maintenant il fonctionne. Notre objectif c'est de créer 500 ETI, les fameuses, les gros cailloux, les petits rochers ou les gros cailloux. Donc créer 500 en 3 ans, on a une liste, une première liste d'entreprises qui sont déjà des fournisseurs de grands groupes sur lesquels on travaille tous. On a créé un fonds financier, on a un partenariat avec la Caisse des dépôts également, tout en étant indépendant des pouvoirs publics pour ne pas resubir ce type
d'aléas. Donc voilà, notre objectif, c'est de contribuer à ce que effectivement, la compétition puisse être la loi du meilleur dans l'intérêt de tout le monde. Et donc l'astuce, c'est de ne pas imposer aux grands groupes des quotas, on parle du Small Business Act pour ceux qui connaissent, des quotas ou leur imposer une politique, je dirais, un peu superficielle en faveur des PME, mais de les avoir convaincus que c'est dans leur intérêt de mettre en place les efforts qu'il faut, dans une certaine durée. Donc c'est un peu une vision du capitalisme rhénan à l'allemande, qui est un capitalisme un peu plus lent que le capitalisme anglo-saxon, qui est lui beaucoup plus brusque et qui ferme les portes à ces entreprises. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Monsieur le Prince, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, soit par ConnexMe, soit directement. Vous étiez très clair. Ah, question, pardon. Alors, je vais vous demander de vous lever et d'avoir de la voix, s'il vous plaît. Il faut mettre de la patience dans le capitalisme. Il faut mettre de la patience dans le capitalisme. De façon, enfin, bon, la question n'était pas oui, un commentaire. Donc, voilà. Alors, j'ai une question, je préviens la technique. On va essayer de faire les choses bien. Donc, alors, hop, à l'écran. Voilà. Voilà une belle question. Dans le Small Business Act aux États-Unis, c'est quand même effectivement sur la commande publique 100 milliards de dollars par an fléchés vers les PME. Ça pèse 23% des marchés publics américains. C'est vrai que ce n'est pas un statut, vous avez tout à fait raison. Ceci étant dit, il y a quand même de la marge en France, puisqu'en France, au niveau du ministère de la Défense français, la part des PME, c'est 0,6%. 99,4%, c'est pour les grands groupes. Alors, effectivement, un porte-avions, ce n'est pas des PME qui va le faire, mais enfin, aux États-Unis, c'est 23%. Donc, il y a effectivement quand même une marge. Mais d'accord avec vous, hein, pour dire que donc, sur la commande publique, nous, pour faire très très court, alors, pour ceux qui connaissent, parce que je suis évidemment, il y a peut-être des gens qui connaissent, il n'y a pas besoin de changer les lois. Il suffit de faire ce qu'a fait la ville de Paris. Le maire de la ville de Paris a dit à son directeur des achats, maintenant tu as un objectif. On va mesurer tous les ans la part des achats attribués aux PME et je te demande de le faire grandir. Ça, c'est compatible avec le code des marchés publics. Il est passé de 35 à 45%. C'est 200 millions d'euros de plus pour les PME. Parce qu'il a demandé aux gens chez lui de s'organiser, etc., à gérer un code des marchés publics constant. Parce que pour ceux qui connaissent, il y a un petit sujet juridique derrière. Et le choix des PME que vous allez épauler, comment ça se fait ? Alors, très court, hein, nous, on a un dispositif très très ouvert qui permet à des PME qui ne travaillent pas avec des grands groupes de se faire connaître et de rentrer chez les groupes. Et par contre, après ça, pour les faire grandir plus vite, ce sont les grands groupes qui eux-mêmes parrainent parmi leurs fournisseurs certaines PME. Ok, très bien. Oui ? Oui, je m'appelle Jihad Belambri, je dirige un cabinet d'études et d'engineering à Lyon et je m'occupe aussi de création d'entreprises dans un programme qui s'appelle Entreprendre en banlieue. Et on a cette difficulté-là. D'ailleurs, sur votre initiative, sur ce travail de pacte PME, on a créé un petit programme derrière qui s'appelle Partenaires pour entreprendre à destination des TPE pour les aider à faire leur premier euro de chiffre d'affaires avec ces entreprises-là. Et ce n'est pas facile, effectivement. Sur le Small Business Act, l'américain, effectivement, est une chose. Nous avons aussi la Commission européenne qui a réfléchi en 2008 à ça, qui a présenté un programme qui s'appelle Priorité PME en 2008. Ce programme a pour
grande ligne d'essayer de simplifier les conditions financières ou administratives fiscales qui, alors les chiffres qu'on a pu retenir à l'époque, disaient qu'on pouvait gagner pratiquement 1,5% de croissance européenne. C'est presque 150 milliards, il y a des spécialistes d'économie, qui pourraient être réinjectés dans l'économie avec des millions d'emplois si on simplifiait ça sans avoir la difficulté qu'ont ces petites entreprises à travailler dans les grands groupes. Moi, j'ai une question justement pour rebondir sur ce que vous disiez. Ce phénomène de sélection des PME, parce que les grands groupes, ils sont extrêmement sensibles. Comment vous procédez? Est-ce que c'est des choix par filière? Là, actuellement, je travaille avec des acheteurs qui se sont mis ensemble sur 2 ou 3 filières pour essayer d'identifier les PME qui vont pouvoir faire grandir. Automobile, aéronautique, pharmacie par exemple. Est-ce que vous avez ce type de travail? Oui, encore une fois, on a vraiment décomposé en 2 parties. Faire du sourcing sur des thèmes un peu effectivement pointus pour des PME qu'on va trouver avec le support d'organisations comme la vôtre. Et deuxièmement, travailler sur des PME identifiées par les grands groupes parmi leurs fournisseurs. Et là, on peut en parler longtemps. Quels sont les critères pour qu'ensemble, ils agissent pour les faire grandir. Donc on est vraiment en 2 temps pour que les grands groupes en fait, mettent en place des vrais réseaux, s'investissent vraiment, puisque là, ce sont des fournisseurs. Donc c'est vraiment dans leur intérêt. D'accord. Donc il y a vraiment les 2 temps dans la manip. Allez, une dernière question de ConnexMe. Sauf si elle est sur la commande publique. Ah, eh ben en fait, je me suis trompée. En fait, la question, c'était, je crois que c'était Julien, qui demandait est-ce que vous avez un exemple de success story? Oui, une PME. Alors, je ne donne pas forcément des noms parce que c'est toujours un peu compliqué. Enfin, déjà, on publie sur notre site énormément de success stories. Donc, on a des recueils, etc. Donc, le site, c'est pactepme.org en un seul mot. Voilà, très bien. Moi, je fais une émission tous les matins sur Radio Classique où je présente des retombées concrètes. Donc, et on essaie de montrer quel était l'intérêt du grand groupe. Parce que la PME, on voit bien le truc, hein, mais en quoi le grand groupe a décroché des marchés grâce à la PME, a été plus innovant, etc. Donc, un exemple, une PME qui faisait de la plasturgie, donc des objets en plastique, pour l'automobile, travaille maintenant avec Sanofi dans le domaine du médical pour la filière diabète. Et alors qu'aujourd'hui, jusqu'à là, il n'y a pas de PME dans le domaine. Donc ça, c'est du passage. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Ok, bien merci beaucoup, Monsieur le Prince. C'est moi.